bonjour ou bonsoir. Je me nomme Sable Lafieris Christian Zone, et ensemble, nous allons parler de magie, et plus précisément d'une clé, qui ouvre la porte vers une voie particulière de cet art, voie que l'on appelle la sorcellerie. Ne vous laissez pas abuser par ce terme, lourd de connotations tirées uniquement de votre imagination, car le non-initié ne connaît encore rien de ce qu'est la sorcellerie. En effet, le terme de science occulte est souvent employé lorsqu'un sorcier parle de magie. La magie consiste en l'enseignement d'une pratique qui permet de domestiquer certaines forces qui paraissent étranges au regard du profane. Comparons cela à un cours de chimie, un mage y apprendrait à mélanger plusieurs produits pour obtenir un résultat qu'il connaît et maîtrise. Un sorcier, en revanche, ira plus loin que ce qu'il apprend et maîtrise, et conduira nombre d'expériences visant à comprendre pourquoi ces deux produits associés donnent ce résultat. La sorcellerie est donc une pratique à risque, mais en aucun cas elle n'est motivée par de mauvaises intentions. Imaginons simplement qu'en l'an 1000, un Nikola Tesla prenne audience auprès d'un roi pour présenter ses découvertes concernant le contrôle des forces électromagnétiques, c'est-à-dire par exemple de la foudre, pour ces profanes médiévaux. Il ne fait aucun doute qu'un tel homme sera qualifié de sorcier. Vous comprenez à présent de quoi il s'agit. L'on pourrait adapter à ce contexte la célèbre citation d'Arthur C. Clarke: « Une science suffisamment sophistiquée ne peut être distinguée de la magie. » Vous vous rendrez compte que les enseignements dont vous prendrez connaissance dans les minutes qui suivent ne seront pas aisés à comprendre. La clé de l'univers réside dans les mathématiques, non dans ce qui est observable dans la matière. Ceci dit, les seules connaissances dont nous aurons besoin pour comprendre cet exposé datent de l'époque de la Grèce antique. La difficulté résidera seulement dans votre capacité à visualiser des figures géométriques selon un angle auquel votre œil n'est pas habitué. Branche, parfois ceinte d'un cercle selon les représentations, est systématiquement nommée pentagramme, ou parfois pentacle lorsqu'elle est ceinte. Lorsque le grand public entend le préfixe penta, 5 en grec, il focalise sur les branches de l'étoile. Même les mages expliquent la symbolique du pentagramme en fonction des 5 branches, censées représenter les 4 éléments traditionnels, terre, air, eau et feu, auquel on ajoute un 5e élément que l'on nomme esprit, ou parfois éther. Le pentagramme dont une branche pointe vers le haut et 2 vers le bas, symbolise la quintessence de l'esprit sur la matière. Il est symbole d'élévation spirituelle. Tandis que le pentagramme pointant 2 branches vers le haut et une seule vers le bas, symbolise la quintessence de la matière sur l'esprit. Il est symbole de matérialisme, et est utilisé lors de rituels visant à accroître le pouvoir ou les richesses. Notez que le mot quintessence tire peut-être son origine du pentagramme, dans l'utilisation de ce mot précis et rituel chez les mages. Mais il est un secret que même les initiés semblent ignorer. Ce secret est le suivant. Le pentagramme est bien plus lié au chiffre 4 qu'au chiffre 5, à moins que l'on admette, sans difficulté je l'avoue, que le 0 ne soit unité. Mais trêve de blabla incompréhensible. Il est temps de comprendre d'une manière simple. Pour ce faire, nous allons entreprendre ensemble un petit voyage initiatique dans le monde des mathématiques, et plus précisément dans le monde des dimensions. Rassurez-vous, il s'agit de géométrie très simple, qu'il suffit de voir, non de calculer, à moins de vouloir être absolument certain que ce qui va être montré est la stricte vérité.
Aucune inquiétude à avoir donc, nous resterons sur des éléments très simples, que vous avez appris au collège ou au lycée. Seulement, il s'agit de ce que l'on ne vous montre pas à l'école, bien que comprendre cela pourrait servir à éveiller beaucoup plus de curiosité scientifique et spirituelle chez les élèves. Le savoir appartient à tout le monde. Hommage à la parole des phénix parmi un dragon étoilé. Mais assez parlé. Expliquons ce 4 = 5 que je prétends pouvoir lier au pentagramme, sein d'un cercle et à celui-là uniquement. Voici un point. Ce point est l'objet géométrique le plus simple qui existe. Sans avoir à vous expliquer les définitions mathématiques de ce qu'est une dimension géométrique, nous pouvons facilement considérer que ce point, qui mathématiquement n'a aucune largeur, aucune hauteur, aucune profondeur, ce point donc est un objet de dimension 0. Et le point est l'objet le plus simple, et le seul en fait, qui existe en dimension 0. Pour cette raison, les mathématiciens l'appellent simplex de dimension 0. Dans le monde physique, aucune particule, aucun élément observable de taille finie et mesurable ne peut égaler la précision mathématique de la géométrie particulière du point. Pourtant, les lois de la physique démontrent que le centre de gravité, ou barycentre, d'un objet doté d'une masse s'applique bel et bien en un point, qui donc est nécessairement plus petit que n'importe quelle particule matérielle. De ces deux réalités contradictoires, les mages, sorciers et chamans du monde entier ont déduit que les forces qui s'appliquent à la matière ne sont pas causées par la matière elle-même, et qu'il existe un autre monde, ou une autre dimension, n'appartenant pas pleinement au monde matériel, mais étant capable d'interagir avec le monde matériel, c'est-à-dire une dimension non pas parallèle, mais orthogonale au monde matériel, à laquelle les forces appartiennent. Cette dimension, les Grecs l'appelaient éther. Les pentagrammes que les Grecs utilisaient alors étaient censés représenter les 4 éléments classiques des Occidentaux, terre, air, eau, feu, auxquels on ajoutait l'éther. Mais pour comprendre la réalité du tétragrammaton au-delà de la mystification qu'est le pentagramme, nous allons devoir augmenter progressivement notre vision des dimensions. Passons à la dimension 1. Je pense que personne n'aura de mal à concevoir que la dimension 1 est représentée par la droite, une ligne d'épaisseur nulle, donc d'épaisseur égale à celle d'un point, droite qui n'a ni début, ni fin, de fait que sa longueur est infinie dans les deux directions. Dans cette dimension 1, l'objet le plus simple qui puisse exister, reste le point. Seulement, ce point ne peut pas décrire par lui-même la dimension 1, car il est mathématiquement impossible de considérer la dimension 1 comme une succession de points mis bout à bout. La raison en est la suivante. Le point est de longueur nulle. Considérer que les deux points de longueur nulle peut donner un objet de plus grande longueur revient à considérer que 0 plus 0 n'est pas égal à 0. Erreur grossière, presque honteuse, que pourtant nombre d'entre vous ont négligé. Vous commencez à comprendre pourquoi il faut ouvrir un troisième œil pour voir la réalité du monde. Mais ne nous arrêtons pas là. Si l'on choisit sur une droite un point A et un point B, même très proches, alors il existe toujours une distance D, les séparant. Ainsi, aussi petite la distance D sera-t-elle choisie, il existera toujours un point C, inclus entre A et B, sur cette droite. Et entre A et C, existe un point D, et entre C et B, existe un point E, etc. Ce processus peut être appliqué à l'infini, puisque l'épaisseur de tous ces points est nulle, et que donc leur longueur additionnée valent toujours 0. Pour ces deux raisons, le point a beau être l'objet le plus simple existant en dimension 1, il ne peut décrire cette dimension. Comme nous l'avons vu, pour décrire cette dimension,
nous sommes obligés de considérer l'existence d'un objet ayant une longueur non nulle, que nous pouvons alors dupliquer et associer bout à bout jusqu'à l'infini, pour enfin construire cette droite de dimension 1. Ce simplexe de dimension 1 est appelé segment en mathématiques. Il est intéressant de constater que le segment est physiquement constitué de 2 points, que l'on sépare d'une distance arbitraire non nulle. Un tel segment sera choisi comme unité de mesure de la longueur dans notre dimension 1, comme le mètre, qui mesure bien la distance entre 2 points. À présent, il est temps d'aborder les théories qui permettent de construire le simplexe de dimension 2. De la même manière qu'un point est de longueur nulle, et qu'il est impossible de dessiner une droite en collant des points 2 à 2, la droite est d'épaisseur nulle, et il est impossible de coller 2 à 2 plusieurs droites pour construire un espace de dimension 2, c'est-à-dire une surface qui s'étende à l'infini dans les 4 directions cardinales. Pour cette raison, le simplexe de dimension 2 se doit d'être un objet de dimension 2. Mais lequel? La réponse est simple. Pour mesurer la dimension 1, nous avions besoin de 2 points séparés par une distance arbitraire, tandis qu'en dimension 0, nous n'avions besoin que d'un point. En dimension 2, nous aurons besoin en toute logique de 3 points, non alignés, séparés par une distance arbitraire. Le triangle semble donc être notre simplexe de dimension 2. Pourtant, ce triangle est représenté par 3 segments. Il semble donc légitime de penser que le segment reste notre simplexe de dimension 2. Lorsque l'on visualise le triangle rectangle délimité par les segments de longueur 3, 4 et 5, nous constatons effectivement qu'un simplexe de dimension 1 suffit à réaliser sa mesure. Si maintenant l'on visualise le triangle rectangle formé par la base orthonormale de la dimension 2, le théorème de Pythagore nous dit que ses côtés mesurent d, et racine de 2 que multiplie d. Racine de 2 est un nombre dit irrationnel. La mesure de la dimension 1 repose sur une logique simple. Une longueur de base d est donnée, et l'on mesure les distances sur cette dimension 1 à partir de multiples ou de fractions de cette distance de base. Le mètre par exemple, se décompose en décimètres, en centimètres, en millimètres, qui sont des fractions du mètre. L'on peut aussi mesurer en décamètres, en hectomètres, en kilomètres, qui sont des multiples du mètre. Les nombres qui s'écrivent comme des multiples ou des fractions de l'unité sont des nombres dits rationnels. Mais racine de 2, et en général tous les nombres irrationnels, ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction ou d'un multiple d'une distance de base, quelle que soit cette distance de base. Cela peut vous paraître bizarre, mais un nombre tel que racine de 2 n'a aucun sens en dimension 1. Des nombres tels que racine de 2, ou pi, n'ont en réalité de sens qu'en dimension 2. Les mages en déduisent que les espaces de dimension 1 ne sont pas continus en eux-mêmes, et que toute distance séparant 2 objets matériels ne paraît continue, que parce que s'y intercale une dimension orthogonale éthérique, donc s'exprimant comme une force, entre chaque constituant de la matière. Maintenant, étudions ce que les Grecs ont appris de transcendant en observant la dimension 2. Parlons de la densité des familles de nombres. Les mathématiciens ont prouvé que l'ensemble des nombres irrationnels est dense dans R, ce qui signifie que si l'on choisit 2 nombres réels, c'est-à-dire 2 nombres quelconques repérés comme une distance sur la droite, alors il existe toujours un nombre irrationnel entre ces 2 nombres quelconques, si petite soit la distance qui les sépare. Mais ne nous arrêtons pas là. Les mathématiciens ont aussi démontré que l'ensemble des irrationnels est totalement discontinu dans l'ensemble des réels. Autrement dit, dans la dimension 1 qui représente l'ensemble continu de nos nombres,
nous pouvons identifier deux grandes familles de nombres, les rationnels et les irrationnels. Entre deux irrationnels, l'on trouve toujours un nombre rationnel, et entre deux rationnels on trouve toujours un nombre irrationnel. Ceci signifie que la dimension in se construit par une alternance parfaite entre des mesures ayant un sens en dimension 1, et des mesures n'ayant de sens qu'en dimension 2 ou plus. Lorsque l'on étend ce phénomène à la mesure par coordonnées en dimension 2, l'on se rend compte que deux schémas structurant cette dimension sont possibles. Soit l'on place les alternances rationnelles et irrationnelles des deux axes en superposition. C'est l'interprétation que les francs-maçons ont faite à travers leur damier. Une source m'a révélé que ce damier était aussi présent dans le culte de Mithra, mais malgré de nombreuses recherches, il m'a été impossible de confirmer cette information. Soit l'on place les alternances en quinconce, pour former une sorte de tissu. C'est l'interprétation que l'on retrouve en Orient dans le tantrisme, mais aussi dans les théories traitant de l'espace-temps. Dans notre réalité physique, nous pouvons interpréter ces phénomènes de la manière suivante. Les coordonnées ayant un sens en dimension 1, représentent des objets mesurables, donc de la matière. Les coordonnées n'ayant aucun sens mesurable en dimension 1, représentent des points de l'éther, points irrationnels auxquels aucune matière ne saurait être localisée, mais dans lesquels les forces s'appliquent à la matière. Les mathématiques prévoient donc déjà en elles-mêmes l'existence de points de l'espace physique auxquels il est impossible de localiser une particule autrement qu'en oscillation symétrique autour de ce point. La théorie quantique est donc loin d'être inexplicable et incompréhensible, elle devient même prévisible, lorsque l'on comprend la réalité invisible de la géométrie. Passons à la dimension 3. Comme toujours, il est impossible de superposer plusieurs surfaces d'épaisseur nulle, pour obtenir un volume d'épaisseur non nulle. Notre simplex de dimension 3 sera donc en toute logique constitué de 3 points non alignés et séparés par une distance arbitraire non nulle, auquel on ajoute un quatrième point n'appartenant pas au plan formé par les 3 premiers points. En reliant ces 4 points 2 à 2, l'on reconnaît la structure du tétraèdre, qui est donc notre simplex de dimension 3. Pourquoi cette certitude ? Tout simplement parce que notre simplex de la dimension 3 est nécessairement une extension des simplexes de dimension précédente. Expliquons ce qu'est un bord, dans une structure géométrique. Tout objet géométrique est constitué d'un corps, que l'on délimite par ce que l'on appelle des bords. Le corps d'un objet est par définition l'ensemble des points appartenant à cet objet. Les bords d'un objet sont l'ensemble des points du corps étant en contact avec au moins un point n'appartenant pas à cet objet. Aussi, il est aisé de constater que les bords d'un objet sont exclusivement constitués de réductions dimensionnelles de cet objet, appartenant à ce que l'on appelle un hyperplan de l'espace de départ. Prenons notre tétraèdre, et examinons ses bords. Nous pouvons constater que ces bords sont des sommets ou points, des arêtes ou segments, et des faces triangulaires. Reprenons, le simplex de dimension 1 est constitué de deux simplexes de dimension 0, que sépare une distance non nulle. Si l'on visualise ce simplex dans la dimension 1, non dans la dimension 2, c'est-à-dire en considérant qu'aucun point n'existe en dehors de la droite qui prolonge le segment, alors l'on se rend compte que seules les deux extrémités de ce segment sont en contact avec des points n'appartenant pas à ce segment. Ce constat n'est plus vrai si l'on observe le segment dans une dimension supérieure.
Notons bien ce fait qui se révélera important pour comprendre la dimension 4. Le simplexe de dimension 1 est donc constitué de 1 plus 1, soit deux bords simplexes de dimension 0, entre lesquels existe un espace de dimension supérieure à celle des bords. Poursuivons. En dimension 2, le simplexe est un triangle. Cet objet est délimité par 3 points, ou simplexe de dimension 0, et 3 segments, ou simplexe de dimension 1. Ce sont ces seuls bords lorsque cet objet est observé dans sa propre dimension. Oublions les simplexes de dimension 0, qui en réalité appartiennent au simplexe de dimension 1, et ne servent finalement qu'à la construction du triangle. Constatons alors que le simplexe de dimension 2 est délimité par 2, plus 1, soit 3 bords simplexes de dimension 1, entre lesquels existe un espace de dimension supérieure à celle des bords. En dimension 3, le simplexe est un tétraèdre. Cet objet est délimité par 4 points, 6 arêtes, et 4 faces triangulaires, ou simplexe de dimension 2. Ce sont ces seuls bords lorsque l'on observe cet objet dans sa propre dimension. Oublions encore une fois les simplexes de dimension 0 et 1, qui appartiennent en réalité au simplexe de dimension 2, et constatons que le simplexe de dimension 3 est délimité par 3, plus 1, soit 4 bords simplexes de dimension 3, moins 1, égale 2, entre lesquels existe un espace de dimension supérieure à celle des bords. Eh bien passons à la dimension 4. Comprenons avant toute chose que lorsque nous dessinons un cube, nous pouvons constater que ce cube n'en est pas eu. Qu'observons-nous en réalité? Nous observons un objet en 2 dimensions, constitué d'un carré et de 2 parallélogrammes. Seule notre imagination, un peu exercée, arrive à visualiser un cube schématisé à partir d'un diagramme en 2 dimensions. Le même phénomène se produit lorsque nous traçons un repère à 3 dimensions. Si 2 droites perpendiculaires sont faciles à tracer, qu'en est-il de la 3e droite, supposée orthogonale aux 2 autres? Nous voici prêts à visualiser la dimension 4. Commençons par construire notre espace de dimension 4. Nous avons pour ce faire besoin d'un repère constitué de 4 droites, toutes perpendiculaires 2 à 2. Étant donné que nous avons construit le repère de dimension 3, grâce à une schématisation faisant appel à notre imagination, nous allons utiliser la même méthode pour construire notre repère de dimension 4, ce qui donne ceci. Toute ressemblance avec quantité de symboles occultes célèbres n'est sans aucun doute que le fruit d'un hasard très répété. Maintenant, concevons notre simplexe de dimension 4. Remémorons-nous la construction des simplexes de dimension inférieure. En dimension 0, le simplexe est constitué d'un point. En dimension 1, le simplexe est constitué de 2 points, que nous relions 2 à 2. En dimension 2, le simplexe est constitué de 3 points, que nous relions 2 à 2 pour obtenir un triangle, formé de 3 segments. En dimension 3, le simplexe est obtenu en reliant 2 à 2 4 points, ce qui forme un tétraèdre, lui-même constitué de 4 triangles. Et bien en dimension 4, nous allons prolonger ce schéma pour obtenir notre simplexe. Nous allons commencer par relier 5 points 2 à 2, tout en nous remémorant que les bords de cet objet sont constitués de 5 tétraèdres de dimension 4, moins 1, égale 3, entre lesquels se trouve un espace de dimension supérieure à celle des bords. Voici donc notre simplexe de dimension 4. Observons à présent la structure fascinante de cet objet de dimension 4.
Ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que l'un de ces tétraèdres sert de base à notre réalité volumique de dimension 3. À ce tétraèdre, l'on ajoute alors un point, qui n'appartient pas au même espace volumique, comme un potentiel par exemple, tel que la masse, qui traduit l'effet gravitationnel, ou encore tel qu'une charge électrique. Ce point donc, est relié à chaque sommet du tétraèdre de base, par l'observation physique, qui relie les forces à la matière selon certaines règles. On obtient alors une nouvelle structure de dimension 4, ou polycore, dont les bords sont de 4 natures différentes. En effet, un polycore est délimité par des sommets, des arêtes, des faces, et aussi des volumes. Encore une fois, que dire dans ce cas de la gravitation, que l'on perçoit comme une force appartenant à la dimension éthérique, et qui s'applique entre deux ou plusieurs volumes de matière, que l'on peut considérer comme les bords de la zone de gravitation, puisqu'en l'absence de matière et surtout de masse, il est impossible de constater l'existence de cette force sous la forme d'un poids. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les mathématiques, qui lient le pentagramme à la dimension 3. Ceci fera sans doute l'objet d'une future vidéo, mais d'autres projets devront être réalisés avant cela. Je vous souhaite de méditer longuement sur ce que vous venez de voir. Ceci n'est pas un message Anonymous, mais le fruit du labeur des 12 légions. Le 5e éon n'est plus un embryon. Le retour sur les origines avec une pensée plus scientifique est à notre portée. Ce qui a été dit se réalise tel qu'il a été annoncé. Un nom peut désigner un chemin, mais de nombreux sont encore à venir pour que la boucle soit bouclée. Aucun serment n'a été violé en publiant cette vidéo. Aucune loi qui fut portée à ma connaissance n'a été transgressée en publiant cette vidéo. Celui qui interprète les signes n'est pas coupable de trahir le secret imposé par l'enseignement. Ne considérez pas cet apprentissage à la légère, car le feu qui nous réchauffe et nous éclaire, l'homme, et l'homme seul, en a fait une arme lorsqu'il a maîtrisé cette connaissance, pour en faire un savoir. Le temps des révélations est censé apporter le jugement de l'humanité. La salvation, ou la damnation, ne dépendront que de ce que l'homme fera de la connaissance. Puissons-nous tous connaître des temps intéressants.